Bonjour à tous, bienvenue à cette première conférence sur les technologies émergentes. Donc, c'est la partie 1 de... Il y a trois conférences, donc c'est la première conférence aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre conférencier, Alain Doyen. Alain est professeur au département des sciences des aliments de l'Université Laval depuis 2014 et a occupé le poste de directeur scientifique de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, l'INAF, de 2020 à 2024. Ses travaux de recherche menés avec son équipe portent sur les effets des procédés de transformation alimentaire sur les protéines alimentaires, incluant les protéines laitières, dans le but de développer de nouveaux ingrédients et formulations répondant aux besoins du secteur bioalimentaire et des consommateurs. Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment l'utilisation des technologies émergentes de pressurisation dans le secteur laitier, les défis et les opportunités. Donc, tu peux changer la page, Alain. Merci. Euh, donc, comment ça fonctionne, là, si vous voulez poser des questions durant la conférence, gênez-vous pas. Alain va prendre les questions au fur et à mesure. Donc, pour débuter, je vous demanderai de tous fermer votre micro. Euh, puis, vous pouvez laisser votre caméra allumée aussi. Puis, vous pouvez poser vos questions soit en levant la main ou en clavardage. Vous pouvez écrire dans le chat et moi, je répéterai la question à notre conférencier. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va débuter. Donc, merci. Donc, je te laisse aller, Alain. Merci Marie-Pierre, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc comme l'a dit Marie-Pierre, aujourd'hui je vais vous parler des technologies émergentes de pressurisation dans le secteur laitier. Et puis je me suis permis de pas seulement aller dans le secteur laitier, mais vous allez voir un peu un aperçu dans plusieurs secteurs pour ces technologies-là. Bien sûr, c'est des technologies qui existent actuellement, qui sont appliquées dans certaines filières, mais il y a encore beaucoup de défis et opportunités et je vais essayer de vous résumer ça dans la présentation d'aujourd'hui. Alors, comme introduction, vous avez probablement entendu parler, pas mal tous et toutes, de ces fameux procédés émergents de transformation. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Il y en a certains qui sont basés sur une puissance électrique, donc comme les champs électriques pulsés qu'on voit à gauche ici, le chauffage ohmique. Donc, champ électrique pulsé, mon collègue Sergueï va vous en parler, je pense que c'est demain. Vous avez les technologies de radiation, donc les micro-ondes, les UV par exemple. Vous avez d'autres types de technologies qui vont utiliser des gaz, comme le plasma froid, qui vont utiliser aussi des ondes, comme les ultrasons. Et puis, je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui des procédés qui utilisent les très hautes pressions. On va en voir deux spécifiquement, les procédés à haute pression hydrostatique et les ultra haute pression d'homogénéisation, aussi appelés les procédés à haute pression statique. Alors, quand on parle de ces procédés émergents-là, ben, sur papier, quelles sont leurs promesses? Puis quand vous échangez avec les manufacturiers, quelles sont leurs promesses? Donc, le premier, c'est vraiment améliorer la sécurité alimentaire. Donc, inhiber les micro-organismes pathogènes, diminuer ceux d'altération, tout en minimisant les impacts négatifs sur les nutriments. Donc, généralement, les pertes en composés d'intérêt, ça a été beaucoup au niveau des vitamines au début. Et puis, on verra qu'il y a d'autres types de composés qui ont été largement étudiés. L'autre, c'est améliorer les propriétés organoleptiques. Donc, quand je parle de propriétés organoleptiques, c'est tout ce qui est saveur, c'est tout ce qui est aussi texture de ces produits-là. Diminuer l'utilisation d'additifs. Donc, au départ, l'idée était de combler l'utilisation d'additifs par des procédés qui vont permettre de les remplacer. Améliorer l'efficacité énergétique. On parle aussi beaucoup de ces procédés-là comme étant éco-efficients, donc réduction de l'impact environnemental, notamment en termes d'énergie utilisée. Ça, je l'ai mentionné juste au-dessus, donc modifier la structure, la texture des ingrédients des produits alimentaires. Et le tout, c'était aussi d'augmenter la productivité. Il y a plusieurs modèles qui ont été développés pour ces procédés-là en termes de productivité en usine pour plusieurs filières. Mais quand on regarde finalement sur papier ces différentes promesses-là, ben, en réalité, c'est bien plus complexe. Il n'y a aucun procédé qui est la panacée, donc qui va permettre de tout faire. Puis, certains vont être plus adaptés à des filières que d'autres. Donc aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, je vous parle de ces deux procédés-là, le procédé à haute pression hydrostatique et le procédé à ultra haute pression d'homogénéisation, qui ont été et qui sont pour certains utilisés dans l'industrie laitière, mais aussi dans d'autres secteurs. Alors je commence par le premier, le procédé à haute pression hydrostatique, que je vais
donner l'abréviation HPH, donc haute pression hydrostatique. Donc, si on regarde au début un peu d'histoire, donc en fait, on parle de procédé émergent, mais ce procédé-là a vu le jour et a été testé pour la première fois à l'échelle laboratoire à la fin des années 1890. Et coïncidence ou non, les premiers tests ont été faits sur le lait, parce que c'est un produit qui se contaminait très vite, et sur les produits à base de fruits, parce qu'ils étaient largement consommés. Donc, si on regarde un peu le premier document qui a été produit pour le procédé à haute pression hydrostatique sur le lait, ben, vous avez ici l'article scientifique. Et puis, vous voyez que le système était très, très petit à droite, donc vraiment un système de laboratoire. Vous aviez le lait qui était enfermé dans cette capsule ici. Qui était le tout rempli d'eau avec une pression qui était soumise, donc une pression hydrostatique via l'eau pour faire tout un tas de changements qu'on va voir dans le document, dans la présentation au niveau laitier. Par la suite, les premières applications industrielles, donc là où il y a eu des procédés à l'échelle commerciale, c'était au Japon. Donc le Japon a été toujours un précurseur pour les technologies émergentes. On se rappelle aussi qu'on est quand même quelques années après la sortie, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ce qui était procédé d'irradiation qui avait mauvaise presse au Japon était remplacé, voulait être remplacé par le gouvernement, d'où les procédés à pression. Puis par la suite, ben, une innovation se transfère rapidement au niveau mondial. Donc les premières applications fin des années 90 en Europe et aux États-Unis, pour la majorité, étaient pour les produits liquides. Et dans les années 2000, bien, ça a été vraiment à l'échelle mondiale une démocratisation du procédé. Plusieurs entreprises, deux majeures actuellement, une basée en Espagne, une basée aux États-Unis, qui produisent des systèmes à grande échelle et d'échelle surtout commerciale. Alors, qu'est-ce que sont les hautes pressions hydrostatiques? Si on y vient un peu plus au niveau fondamental, je vous rassure, j'irai pas trop loin. Donc, quand on parle de pression, c'est une force par unité de surface. Elle s'exprime en tout un tas d'unités, en bar, en pascal, en PSI, en millimètres de mercure, etc. Et puis, hydrostatique, donc peut être décomposé en deux phases. Hydro avec un liquide, généralement l'eau. Statique, c'est une pression qui n'est pas dynamique, donc qui ne bouge pas. Donc, c'est une pression qui va être appliquée par un fluide de manière instantanée et uniforme. C'est-à-dire que dès que vous appliquez cette pression-là sur un produit alimentaire, quelle que soit sa forme géométrique, la pression va être répartie uniformément autour de cet aliment et de manière instantanée. Et en fait, c'est pour ça que vous voyez également le nom haute pression hydrostatique, haute pression isostatique, et puis on parle aussi beaucoup de pascalisation au niveau de ce procédé-là. Et les hautes pressions hydrostatiques, d'un point de vue physique, sont basées sur la loi de Le Chatelier. Cette loi-là dit si un système à l'équilibre subit une perturbation, comme un changement de température, comme une pression, comme une augmentation ou une diminution de la concentration de ses constituants, eh ben, il y a toujours un équilibre qui doit être fait au niveau de ce produit-là, de ce système-là, et l'équilibre se déplace dans le sens qui tend à s'opposer à cette perturbation. Dans le cas des hautes pressions, si on veut le plus le simplifier, quand la pression est augmentée, ben, cette augmentation de pression-là va faire en sorte que le volume du système, dans ce cas-là l'aliment, va diminuer. Et finalement, ben, tous ces composants-là vont essayer de rétablir l'équilibre de la pression qui est appliquée et du volume qui est diminué. Pour les protéines, on le verra en changeant de structure. Pour les micro-organismes, ben, il va y avoir aussi un impact sur toutes les constituants des micro-organismes afin de répondre à cette diminution de volume. Donc, on applique un stress au système qui est de la pression, on diminue son volume et cette énergie-là va devoir être compensée par les constituants de l'aliment. Pour vous donner une idée un peu d'échelle des pressions appliquées, au niveau laboratoire, ça va être plutôt des pressions de l'ordre de 0,1 à 1000 mégapascales. Au niveau des systèmes industriels de pressurisation isostatique ou hydrostatique, ça va être de l'ordre de 0,1, qui est la pression atmosphérique, donc aucune pression, à 600 mégapascales. Des fois, les systèmes peuvent aller jusqu'à 630, 650 mégapascales. Si on regarde à gauche, au niveau de l'échelle ici, vous voyez qu'au centre de la Terre, on est à 36 000 environ mégapascales. La pression à la surface de la Terre la plus importante, c'est au niveau de la fosse des Mariannes, qui est à 100 mégapascales. Donc la fosse des Mariannes, c'est dans l'océan Pacifique, à l'ouest euh, des Philippines, de mémoire. Et donc vous avez une pression de 100 mégapascales. Donc vous voyez qu'à l'échelle industrielle, on va à une pression qui est 6 fois la pression la plus importante subie sur la planète Terre. Donc on peut pas la reproduire au niveau de la planète. Donc c'est une pression qui est extrêmement, extrêmement élevée.
Pour information, je vais donner la pression qui est appliquée lors de l'homogénéisation du lait pour éviter le crémage de la matière grasse, donc des globules de lait. On est entre 20 et 25 mégapascales. Donc vous voyez qu'on a une pression très très largement supérieure à ce qu'on peut connaître au niveau industriel. Et donc en gros, ce procédé-là, eh bien, le principe est relativement simple. Vous avez une enceinte, vous mettez dedans, vous insérez dedans votre produit à traiter. Ce produit-là est emballé obligatoirement. Et puis, cette enceinte-là va se fermer, va se remplir d'eau. Et à un moment donné, ben, on va essayer de remplir d'eau une enceinte qui est déjà remplie. Donc, le fait d'essayer de remplir avec de l'eau une enceinte qui est déjà remplie, on ne va pas augmenter le volume, on va augmenter la pression. Donc, cette pression-là va augmenter jusqu'à une pression seuil qui est déterminée par l'opérateur, qui est généralement en industrie alimentaire 600 mégapascales pendant 3 minutes. C'est à peu près la norme pour le traitement des produits alimentaires. Une fois que ces 3 minutes-là va être atteint, la pression va être relâchée instantanément. Donc, pour vous donner une idée, quand on augmente la pression de 0 à 600 mégapascales dans les systèmes industriels, ça prend entre 3 et 4 minutes pour que les pompes puissent faire monter en pression l'enceinte. Au relargage, c'est une diminution instantanée, donc en même pas une seconde. Donc, je vous laisse imaginer en usine le bruit important que ça fait quand la pression est relarguée. Et puis, une fois que l'eau est ressortie du système, l'enceinte peut être ouverte, puis le produit traité est sorti. Cette eau-là qui ressort peut être réutilisée pour un autre traitement de pressurisation, ou peut être aussi lorsqu'il y a beaucoup trop de cycles ou qu'il y a eu un dégât, qu'il y a un des emballages qui n'a pas subi la pression appliquée et donc il y a un déversement de produit, donc cette eau-là est relarguée directement euh, dans les égouts. Mais généralement, l'eau peut être réutilisée. Donc vous avez à la fin votre produit déjà emballé qui a été traité par les pressions. Vu que c'est une pascalisation, donc une pasteurisation, par la pression. Ce ne sont pas des produits qui vont pouvoir se conserver à température pièce, donc il va falloir obligatoirement les réfrigérer pour la très grande majorité. Donc, comme je l'ai mentionné, le produit est traité dans son emballage final. On va voir s'il y a certaines exceptions pour les produits marins. L'emballage doit être souple et déformable, bien entendu, pour subir cette déformation à la pression. Et l'espace d'air doit être réduit au maximum. Alors pourquoi? Parce que contrairement à l'eau, l'air est très compressible, l'eau est très peu compressible. Donc c'est pour ça que quand vous traitez un aliment au sein d'un système de pressurisation, comme on le voit ici, ben, même s'il y a une pression de 600 mégapascales qui est appliquée, la déformation de l'aliment va être très faible parce qu'il est composé majoritairement d'eau. Par contre, si vous avez un espace d'air important, l'air est compressible, donc il peut y avoir un bris de l'emballage et donc un déversement du produit alimentaire dans l'enceinte. Donc vous avez ici quelques exemples de systèmes. Donc il y a beaucoup, en fait, les systèmes sont discontinus. Donc on va le voir qu'en termes de productivité, à la fin de cette présentation-là, ça peut avoir un impact. Donc il faut à chaque fois charger le produit alimentaire dans ces paniers-là, qu'ils soient bleus ou jaune-vert, tout dépendamment de l'entreprise qui commercialise le système. Donc les produits sont chargés ici dans ces paniers. Ces paniers-là rentrent dans l'enceinte. L'enceinte se ferme, elle se remplit d'eau, pressurisation, la pression est relâchée et le produit ressort pressurisé. On ressort le produit, on recharge, etc. Donc vous voyez que ça peut être long, puis il faut surtout des êtres humains pour recharger et décharger les produits. La capacité des enceintes varie de 55 litres environ jusqu'à 525, 550 litres pour les plus gros procédés. Donc, vous voyez ici, pour le plus gros procédé en bas à droite, les pompes sont sur le système. Donc, vous avez 5 ou 6 pompes. C'est des pompes, on voit pas un peu, on a du mal à se figurer à peu près la taille de ces pompes-là. Mais dites-vous qu'un être humain va être debout puis va atteindre juste la hauteur du panier ici. Donc, les pompes sont énormes pour soumettre cette pression-là au système. Oui, Marie-Pierre, il y avait une question? Non, ça va. OK. Oui, ben en réalité, oui, c'est Ah, moi. Je voulais te poser la question sur, tu parlais, s'il y avait un relargage, l'eau, est-ce que le système est compliqué à nettoyer une fois que non. c'est... Non, non, c'est relativement simple, vu que c'est juste une enceinte. Et puis l'eau, finalement, est récupérée dans des paniers qui sont en dessous de l'enceinte ici. Donc c'est très facile à nettoyer avec une solution de lavage classique. Il y a aucun enjeu. La compagnie ici, qui s'appelle Hyperbaric, a sorti récemment un système qu'ils appellent in bulk, en lot, en batch, je sais pas comment on pourrait le traduire, seulement pour les liquides.
Donc, ils ont pensé au fait que ben, finalement, charger, décharger une enceinte par des êtres humains, ça pouvait être compliqué et surtout long et possiblement coûteux. Et donc, ils ont mis en place ce système-là. Donc, vous avez ici votre système, vos systèmes à haute pression qui peuvent fonctionner en parallèle. Le principe est que si on regarde en bas, vous avez votre cuve ici avec votre produit liquide non traité qui va être inséré dans l'enceinte, donc non pas directement dans l'enceinte, mais dans un espèce de gros sac en plastique qui va pouvoir contenir le liquide. Ce liquide-là va être pressurisé et ressortir comme produit traité dans l'autre cuve ici qu'on voit. Donc ça limite beaucoup les ressources humaines, ça limite aussi beaucoup les temps d'arrêt et de départ du produit, chargement, déchargement. Mais ça reste que c'est un procédé qui est en batch, qui n'est pas en continu, parce qu'il faut à chaque fois arrêter la pression, décharger, recharger et remettre la pression. C'est aussi des systèmes, on va le voir tout à l'heure, hein, c'est gigantesque comme système, donc il y a des coûts aussi qui sont en conséquence. Alors, l'utilisation première de haute pression hydrostatique, c'était vraiment l'inactivation des micro-organismes pathogènes et d'altération. C'est vraiment l'application première pour ces procédés-là. Par contre, il y a beaucoup d'impact au niveau de ce niveau-là d'inactivation des micro-organismes pathogènes et d'altération. Ça dépend bien entendu, puis comme tout procédé, hein, peu importe, des paramètres de pressurisation, donc au niveau de la pression, de la durée et de la température. Ça dépend du type de micro-organisme qu'on sent avec des virus, des bactéries, des levures moisissures ou même des parasites. Au niveau des bactéries, bah, les bactéries Gram- sont plus sensibles que les bactéries Gram+, on va le voir juste après. Et puis ça dépend aussi de la composition de la matrice, notamment en protéines, surtout en lipides et en sucre. Donc c'est comme les procédés de traitement thermique, la pasteurisation classique, température. Lorsque vous avez un produit qui contient beaucoup de matière grasse ou de sucre, il faut augmenter les paramètres, la sévérité du traitement pour avoir un impact semblable, similaire sur les micro-organismes, comparativement à une matrice qui n'en contient pas d'acide gras et de sucre. Parce que comme au niveau des traitements thermiques, où les acides gras ben, transportent moins bien la chaleur, ben, en fait, au niveau de la pression, il y a aussi un enjeu de transmission de la pression au niveau des acides gras. Donc voilà, donc plus la matrice est complexe, plus il va falloir adapter les procédés de pressurisation. Donc au niveau des micro-organismes, comme je vous l'ai dit, puis c'est comme dans l'ensemble des procédés, plus l'organisme est complexe, plus il sera sensible. Donc les prokaryotes, donc tout ce qui est micro-organismes, bactéries, etc., sont plus résistants que les eucaryotes, donc les levures, par exemple, levures moisissures, les parasites. Donc comme au niveau des traitements thermiques. Et généralement, les hautes pressions hydrostatiques, engendrer tout un tas d'enjeux sur la structure des micro-organismes. Le principal étant que leur membrane va être complètement détruite. Et vu qu'on va détruire la membrane bactérienne, eh bien, ça va engendrer des pores membranaires. Et donc, ces pores-là membranaires vont faire relarguer le contenu des micro-organismes à l'extérieur et donc engendrer leur mort. Mais ça n'a pas qu'un enjeu sur la membrane, tout est au niveau, tout est simultané, hein, ce qui se passe. Au niveau des protéines aussi, de transport, de surface des micro-organismes vont être dénaturés, agrégés. Au niveau de l'ADN aussi également, ça va être endommagé. Donc vous avez tout un tas simultané d'impact sur les micro-organismes, notamment, ce qui a beaucoup été étudié au niveau des bactéries. Donc là, ici, vous avez à gauche une bactérie, donc Listeria monocytogenes, qui n'a pas été traitée par haute pression. Et puis, vous voyez à droite, ici, de mémoire, c'était un pré-traitement à 600 mégapascales pendant quelques minutes. Vous avez ici la formation de pores, le relargage. Vous avez toutes des structures qui sont complètement désorganisées, déstabilisées, qui vont engendrer la mort de la cellule. Je vous parlais aussi au niveau grammes positifs, grammes négatifs. Donc, les grammes négatifs qui sont bien plus sensibles aux hautes pressions que les grammes positifs. Donc la différence étant que les grammes positifs possèdent au niveau de leur structure une membrane de peptidoglycane. Le peptidoglycane, donc c'est une structure composée de polysaccharides principalement. Euh, Ce peptidoglycane-là va pouvoir supporter une pression et absorber une pression plus importante comparativement à une cellule gramme négative qui ne contient pas ce peptidoglycane-là. Et donc, il va falloir généralement des pressions plus élevées pour inhiber les cellules Gram+, les bactéries Gram+, versus les bactéries Gram-. Donc, c'est juste au niveau de la structure, avec un peptidoglycane beaucoup plus mince pour les Gram- que les Gram+.
L'enjeu reste le même au niveau bactérien pour la majorité des procédés de traitement, qu'ils soient émergents ou plus conventionnels. Donc, les spores microbiennes vont être très, très résistantes aux hautes pressions hydrostatiques. Donc, certaines, la plupart, en fait, résistent jusqu'à des pressions de 1000 mégapascales, ce qu'on n'arrive pas à atteindre au niveau des systèmes commerciaux parce que, il y aurait des trop grosses contraintes au niveau des pièces, des équipements, et donc une fragilité accrue. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les hautes pressions vont activer le processus de germination des spores. Et donc, on pourrait penser, et en fait, ça a déjà été pensé, un système où vous avez un produit liquide principalement. Vous appliquez la pression une première fois, ça va activer la germination des spores. Vous avez des bactéries végétatives, et ces bactéries végétatives-là, vous les soumettez à un deuxième cycle de traitement de pressurisation pour les inhiber. Donc, les résultats de ça sont assez mitigés. Pourquoi? Notamment parce que les bactéries végétatives qui sont issus de la germination de spores qui ont été activées par les hautes pressions hydrostatiques sont plus résistantes que ces mêmes bactéries-là, issues des mêmes spores, mais qui n'ont pas été activées par les hautes pressions hydrostatiques. Donc, vous voyez qu'il y a comme une espèce de transmission de la résistance à la pression à ces bactéries végétatives-là, issues de spores traitées par haute pression. Donc, l'enjeu majeur, c'est les spores microbiennes, et c'est pour ça que généralement, bah, ces produits-là doivent être réfrigérés. Si on regarde au niveau de l'impact des hautes pressions sur les aliments et leurs composants, on va commencer par les protéines. Donc, les hautes pressions hydrostatiques vont détruire, vont inhiber ou désactiver tout ce qui est liaison faible. Donc, quand on parle de liaison faible, on parle de liaison hydrogène, hydrophobe, électrostatique, etc. Et finalement, en détruisant ces liaisons faibles, on va perdre la structure tridimensionnelle des protéines natives. On va passer par un état de dénaturation. Donc, on donne toujours l'image d'une pelote de laine qu'on va déplier. Et puis derrière, eh bien, on va voir si le traitement thermique est très sévère, des phénomènes d'agrégation. Donc, c'est-à-dire que les protéines ici, au lieu de se lier avec les molécules d'eau pour avoir ici leur structure tridimensionnelle, vont se lier entre elles et donc vont former des gros agrégats protéiques. Et ces agrégats protéiques, quand on parle de protéines, bah, elles vont perdre leur fonctionnalité, par exemple leur pouvoir moussant, gélifiant, etc. Quand on parle de bioactivité, bah, elles vont perdre ces aspects-là bioactifs. Donc, il y a vraiment un enjeu au niveau des protéines. Donc, ce qui est très bien résumé ici, sous l'effet des hautes pressions hydrostatiques, que ce soit en faible pression ou en haute pression, on peut avoir des phénomènes de dénaturation, on peut avoir des phénomènes d'agrégation, etc., etc., au niveau protéique. Donc, quand on regarde au niveau des protéines laitières, ben, finalement, c'est le même enjeu. Donc, pour rappel, hein, les protéines laitières, vous avez les caséines et les protéines sériques. Comme vous avez ici un lait non traité, et vous voyez qu'au niveau d'après un traitement à 600 mégapascales, 30 minutes. Donc, ça, 30 minutes au niveau industrie, ça se fait jamais, hein, c'est vraiment juste pour l'exemple pour la couleur du lait. Donc, vous voyez qu'on passe d'un lait blanc à un lait un peu plus translucide. Et puis, ben, puisque la couleur blanche du lait est donnée par la diffusion de la lumière des micelles de caséine, donc si on perd cette diffusion de la lumière-là, parce que le lait est un peu plus translucide, ben, ça veut dire qu'on a vraiment impacté la structure des caséines. Donc, les hautes pressions vont avoir vraiment un effet sur la réduction de la taille des micelles de caséine. Et tout dépendamment de la pression, vous avez ici deux exemples. Pour des pressions de l'ordre de 100 à 250 mégapascales, donc vous avez votre micelle de caséine ici, avec les différentes caséines, niées par des ponts phosphocalciques, avec la caséine kappa à l'extérieur de la micelle, la caséine bêta, généralement hydrophobe, à l'intérieur de la micelle. Quand vous soumettez ça à une pression, ben, vous déstabilisez les ponts phosphocalciques ici. Donc, vous avez une structure qui est complètement différente au niveau de la micelle de caséine. Et puis, quand vous êtes à des pressions relativement faibles, après décompression, il va y avoir tout de même une reformation de la micelle, pas du tout comme dans son état natif, mais il peut y avoir quand même on va dire une submicelle ou une semi-micelle qui est formée. Quand on a des pressions qui sont bien plus importantes, puis j'aurais pu aller jusqu'à 600 mégapascales ici, vous avez une dissociation complète des ponts phosphocalciques, une déstructuration totale de la micelle de caséine, et finalement, à la décompression, il va y avoir une sorte de réagrégation de la micelle en très très petites micelles, donc de 10 à 20 nanomètres, alors qu'on était 10 fois plus élevé avant. Et puis, donc le phosphate de calcium a été complètement solubilisé dans la phase soluble. Et vous avez votre submicelle ici qui est plutôt liée derrière par des liaisons hydrophobes impliquant généralement la bêta-caséine.
Donc, vous avez finalement une modification majeure de la structure des micelles de caséine. Et puis, ajoutons à ça au niveau des protéines sériques, donc la majeure, celle qui est la plus réactive au niveau laitier est la bêta-lactogluine avec un groupement thiol, donc cystéine libre au niveau de sa structure. Donc, la très grande majorité des protéines sériques sont dénaturées, donc on perd leur structure tridimensionnelle. Et puis, soit elles vont s'agréger avec elles-mêmes, soit elles vont interagir avec les caséines, donc comme au niveau des traitements thermiques. Donc, c'est ce qui se passe avec la bêta-lactobuline. Lorsqu'on atteint des pressions qui sont à partir de 150 mégapascales, on voit un taux de dénaturation, d'agrégation qui augmente, formation d'oligomères de très haut poids moléculaire au niveau des pressions les plus élevées. Et donc, il va y avoir interaction de la bêta-lactoglubuline avec l'alpha-lactalbumine, avec les caséines. Donc, vous retrouvez un peu ces structures-là qu'on retrouve en traitement thermique au niveau des protéines sériques. Alors ça, quel peut être l'impact positif de cette dénaturation-là, agrégation des protéines? Eh bien, la première, c'est au niveau des propriétés gélifiantes. Les premiers tests qui ont été faits, c'est des premières études, une des premières études qui ont été réalisées, c'est de prendre du lait, de le traiter au niveau de la pression et de tenter ce lait-là d'en faire un lait de yogourt et puis de produire un gel. Et donc, ça a pas mal fonctionné parce que au début, donc je vous rappelle au niveau des traitements pour la production d'un yogourt, le traitement classique, donc vous avez un chauffage de l'ordre de 90-95 degrés pendant 5 à 15 minutes. Vous avez une acidification par les ferments lactiques. Cette acidification-là va baisser le pH à 4,6, écranter les charges de la caséine qui vont s'agréger entre elles. Et puis au niveau du traitement thermique, dénaturation des protéines sériques, notamment la bêta-lactoglobuline, il va y avoir interaction de la bêta-lactoglobuline avec les caséines qui va former ces réseaux-là plus denses et plus fermes au niveau des yogourts qui va entraper de l'eau et donc diminuer la synérèse. C'est à peu de choses près la même chose au niveau des hautes pressions hydrostatiques. Au lieu d'avoir le traitement thermique qui est la première phase, vous avez un traitement de pression. Et puis, ce réseau-là va également se former au niveau des caséines et des protéines sériques pour former un gel. Donc, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits pour tenter de remplacer le traitement thermique par un traitement de pression pour la formation de gel. Alors, l'enjeu étant que le gel est beaucoup moins ferme qu'un gel thermique parce qu'il va manquer certaines interactions très spécifiques au niveau de la formation du réseau, mais il y a pu avoir des gels formés au niveau de lait traité avec les hautes pressions hydrostatiques. On va également pouvoir améliorer la stabilité des émulsions. Donc, je vous rappelle une émulsion ici. Vous avez vos gouttelettes d'huile. Donc, quand vous mettez de l'huile dans l'eau, bon, il y a pas d'émulsion possible. L'huile va coalescer ensemble et remonter et se séparer de la phase aqueuse. Pour produire une émulsion, il faut diminuer très très largement la tension de surface qu'on a entre l'huile et l'eau. Et cette tension-là est diminuée en mettant des émulsifiants à l'interface. Et ces émulsifiants-là, vous les connaissez, il y a des lécithines, etc., mais aussi des protéines. Et donc, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits pour utiliser les hautes pressions hydrostatiques pour dénaturer la protéine, que cette protéine-là, dénaturée, agrégée, aille à la surface des gouttelettes d'huile pour diminuer leur tension de surface et éviter finalement qu'elles coalescent ensemble. Donc, pour stabiliser les émulsions, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées au niveau des tests à haute pression hydrostatique. Par contre, il y a aussi des effets négatifs. Donc, il n'y a aucun procédé, comme j'ai dit au début, qui permet à 100% d'engendrer des effets positifs. Donc, le premier étant sur les lipides. Donc, au niveau de tout ce qui est produit de la mer, donc les poissons gras, par exemple, comme le saumon, il y a eu des tests qui ont été faits de pressurisation pour augmenter sa conservation. Par contre, il y avait des enjeux au niveau de l'oxydation des acides gras insaturés, donc qui, je vous rappelle, passe par la formation de radicaux libres et des composés malodorants à la fin du processus, donc qui donnent ce goût de rance-là. Alors, au niveau de produits marins, comme je vous l'ai dit, ça a été très étudié. Ça a été étudié au niveau du lait. Il y a eu très peu d'impact. Il y a très peu d'impact des hautes pressions hydrostatiques sur la structure du globule de gras. Donc, il va garder finalement sa structure native. Par contre, je pense que j'en parlais tout à l'heure, il y a quand même un impact un peu au niveau des lipides laitiers. Donc, si on regarde au niveau des applications, oui, Thomas. Oui, salut Alain. Je me demandais,
Pour revenir là, sur les protéines, la dénaturation des protéines, en fait, est-ce qu'on sait si les hautes pressions viennent dénaturer, par exemple, la chymosine? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits aussi pour ralentir le processus de coagulation du lait par la chymosine. Donc la chymosine, donc la présure, étant une enzyme, elle est affectée à un certain degré de pressurisation, de l'ordre de, à partir de 250-300 mégapascales, elle va perdre son activité jusqu'à 600. Par contre, oui, avant, il y a eu des tests qui ont été faits et il a été montré que la pressurisation du lait, quand elle contient la chymosine, permet de réduire l'étape de coagulation. Alors, c'est pas dû à l'activité enzymatique. Ça a été montré qu'il n'y a pas d'effet à proprement dit sur le fait que la chymosine va pouvoir aller atteindre son point, son site de coupure plus rapidement. C'est au niveau de la deuxième phase de la phase de coagulation qui est de l'agrégation. C'est l'agrégation des casines qui va être plus rapide. Donc, c'est pas la première phase enzymatique qui a un impact, c'est vraiment la deuxième phase au niveau agrégation des casines et expulsion après du lactosérum. OK. Mais disons, la présure résiduelle dans le fromage, si on traite un fromage sur HPP, Ça, j'ai pas vu de travaux là-dessus sur la présure résiduelle au niveau fromage. Euh, à mon avis, il pourrait, si je réfléchis rapidement, il pourrait y avoir un impact sur. Donc, toi, tu veux dire inactiver la chymosine résiduelle, c'est bien ça? ouais, Dans le fromage, oui. Euh, Si c'est en surface, ça fonctionne. Si c'est au cœur du produit, non. D'un fromage, ça serait trop compliqué. Ouais. L'impact de haute pression est vraiment en surface, beaucoup. À l'intérieur du produit, les pressions se transmettent rarement à l'intérieur du produit. OK. OK, c'est bon. Ça répond à ta question? Oui, merci. Donc, je vous donne quand même un éventail des applications non laitières au niveau de haute pression. Il y en a certaines, vous allez voir, sont assez intéressantes. La première, ça a été beaucoup sur les produits liquides et sur les jus. Alors, il y a eu beaucoup de marketing sur le fait que de pressuriser un jus versus de le pasteuriser avait un impact plus intéressant au niveau de la préservation de certains constituants, notamment vitamines et composés phénoliques. En réalité, pas tant que ça. Le seul avantage est la préservation de la vitamine C. Les composés phénoliques sont quand même très résistants à la fois au traitement thermique et au traitement de pressurisation. Donc beaucoup de marketing sur finalement quelque chose qui est pas tant impactant au niveau du produit en lui-même, de l'effet des pressions. Le secteur des viandes aussi, qui était assez problématique au niveau. Donc la viande se contamine très vite. En fait, la durée de vie est très courte. Beaucoup de tests sur des viandes fraîches. Donc là, vous avez de porc, de dinde, de poulet, etc. Ce qui va se passer, c'est que plus on augmente la pression, vous voyez, plus la couleur de la viande change jusqu'à avoir une couleur qui est très très peu attrayante pour le consommateur. C'est encore pire sur une viande rouge, hein, une viande de bœuf. Ça, c'est dû au fait que ben, finalement, pendant la pression, comme je vous l'ai dit, la pression va dénaturer les protéines, va modifier leur structure. C'est la même chose pour les protéines musculaires au niveau de la viande. Donc la myosine de la viande, la myosine ou la myoglobine, pardon, qui contient l'oxygène, donc au cœur, une molécule d'oxygène qui donne cette couleur un peu rouge. Eh bien, en pressurisant la viande, on va modifier la structure de la myoglobine, exposer le fer, engendrer une oxydation et modifier la couleur. Donc, la modification de la couleur de la viande vient principalement de l'oxydation du fer Fe2+ en fer Fe3+ au niveau des viandes. Il y a beaucoup plus d'applications au niveau des charcuteries où là le produit est stabilisé, notamment avec certains additifs, où la couleur va être très peu impactée au niveau des pressions. Donc ça a été fait beaucoup au niveau des charcuteries, c'est encore largement utilisé, les jambons, les charcuteries de type salami, etc. Par contre, sur les viandes, c'est très peu, voire pas du tout utilisé. Au niveau des produits marins, comme je vous l'ai dit, alors là c'est assez intéressant. C'est pas tant pour améliorer la durée de vie du produit, c'est beaucoup au niveau plus de la structure physique du produit. Donc, ça va être de diminuer les pertes. Donc, quand vous avez par exemple des produits de type homard ou crabe, vous les soumettez à une certaine pression, à un certain temps. L'ensemble des structures entre la carapace et la chair se détruisent, donc toutes ces liaisons-là qui se font, et vous êtes capable quasiment d'avoir
un rendement de 100% du produit. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Si vous tapez lobster hydrostatic pressure, vous allez voir des tests qui sont faits où on retire très, très facilement la chair des pinces, de la queue, etc., des homards. Pour les bivalves, ça va faciliter l'ouverture. Donc, encore une fois, hein, vous déliez l'espèce de muscle là qui va lier le bivalve à sa carapace, à sa coquille. Et donc, vous allez être capable de les ouvrir plus facilement. Donc, en termes de productivité, c'est assez intéressant. Au niveau des poissons, il y a beaucoup moins d'impact que sur les viandes parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux de myoglobine et de fer. Donc, vous avez très peu de modifications de la couleur. Donc, c'est intéressant au niveau des poissons frais, par exemple. Au niveau des produits fumés aussi. Donc là, vous avez un saumon fumé. Vous avez également très, très peu d'enjeux au niveau de la couleur et de la brillance du produit. Vous voyez que c'est un peu plus mat et terne à la fin. Comme j'ai dit, l'enjeu principal, c'est l'oxydation des acides gras insaturés et donc cette odeur de rance et d'oxydé qui peut subvenir, intervenir au cours du temps. Au niveau des fruits et légumes, alors il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'application actuellement de mémoire pour les fruits et légumes par le simple fait qu'il y a quand même une modification du volume du produit. Donc le fruit ou le légume va être impacté au niveau de sa structure. Donc vous allez le déformer, puis si vous le déformez, vous allez créer des blessures aux fruits. Donc et il va vieillir, donc une sénescence plus rapide et un pourrissement plus rapide. Une des applications majeures, ça a été au niveau de la guacamole. Donc pour les produits d'avocat. Donc quand vous le savez, hein, quand vous faites de la guacamole chez vous, bah, le produit va brunir très rapidement parce qu'il y a une oxydation à cause des polyphénols oxydases. euh, Oxydation qui est largement diminuée, voire inhibée par l'ajout d'acide. C'est pour ça que vous rajoutez du citron dans votre guacamole pour éviter qu'elle noircisse. Eh bien, au niveau des hautes pressions, il y a un certain effet, comme je vous l'ai dit, sur les enzymes. Donc, toutes les enzymes sont des protéines, toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Donc, il y a un effet de haute pression sur l'inactivation des enzymes. Et finalement, la polyphénoxydase de l'avocat est partiellement inhibée par les hautes pressions, donc va moins jouer son rôle pour oxyder les composants phénoliques de l'avocat, donc les composants verts. Et donc, vous allez pouvoir, en combinaison bien sûr d'une certaine acidité, maintenir bien plus longtemps votre guacamole avec ce verre-là qui est bien plus attractif pour le consommateur. Donc, actuellement, une grande majorité des guacamoles vendus au niveau mondial ont été pressurisés. Si on va au niveau des applications en industrie laitière, donc la première, ça a été le lait de consommation. Donc, c'était au niveau marketing de vendre du lait pressurisé comme du lait cru. C'était vraiment cet aspect-là. Il y a une entreprise, et j'ai vérifié, ça fait longtemps que j'avais mis cette slide-là comme exemple dans un cours, et j'ai vérifié, la compagnie existe encore, le lait se vend encore. Donc, c'est une compagnie de mémoire australienne. Bon, vous voyez le prix, on n'est même pas au litre, hein, c'est à peu près 6,57 $ le litre de ce produit-là. Alors, la question est pourquoi le lait garde cette couleur blanche-là? Alors que je vous ai mentionné juste avant qu'elle perdait sa couleur ou que la couleur était plus translucide après procédé de traitement de pressurisation, ben, en fait, c'est probablement que la pression appliquée permet d'avoir une certaine efficacité au niveau d'innocuité microbienne sans totalement affecter les caséines du lait. Il y a d'autres études qui ont montré aussi que lorsque vous appliquez une pression combinée à un traitement thermique modéré par la suite, vous retrouvez un peu cette couleur blanchâtre du lait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réorganisation, une réagrégation des caséines après traitement thermique. Donc, ce produit se vend encore. Euh, Après, bon, chacun se fait son idée sur l'aspect marketing et cet aspect de lait cru. Par contre, au Canada, bon, ça serait impossible de vendre un lait traité par les hautes pressions hydrostatiques. Donc, je vous rappelle, hein, pour que la pasteurisation du lait soit efficace, il faut avoir inactivé la phosphatase alcaline dans le lait. Les hautes pressions ne permettent pas d'inactiver la phosphatase alcaline, donc il faudrait obligatoirement le combiner avec un traitement thermique où là, on vient de perdre tout aspect économique, rentabilité, productivité du lait de consommation, où vous ne pouvez pas combler par un pasteurisateur thermique qui va à des plusieurs milliers de litres par heure. Au niveau des yogourts, donc comme je vous l'ai dit, hein, vu que les hautes pressions permettent de dénaturer, agréger les protéines et d'avoir cet aspect-là un peu gélifiant. Donc, je l'avais mentionné tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'effet des hautes pressions utilisées seules ou plutôt combinées avec les traitements thermiques
pour améliorer la propriété gélifiante des protéines, limiter la synérèse des gels, donc des yogourts, minimiser l'ajout de gélifiants de type pectine, par exemple, etc. Donc beaucoup d'études sur cet aspect-là. Au niveau des yogourts aussi, il y avait certaines études qui ont dit, bon, ben, c'est très bien, sur le lait de yogourt, on pourrait appliquer un traitement de pression après ensemencement pour éviter tout ce qui est post-acidification des yogourts. Et de là, ben, en fait, les questions sont posées. Pour les yogourts, on veut quand même garder une viabilité des probiotiques. Et donc, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées sur la viabilité de souches probiotiques laitières par les hautes pressions hydrostatiques. Et donc, la majorité des études ont montré qu'il y a une certaine pression de l'ordre de, j'aurais même pu mettre entre 100 et 300 mégapascals. Il y avait un taux de survie qui était quand même assez élevé de divers probiotiques. Donc, plusieurs études ont été faites sur ces deux probiotiques-là, pardon. Mais encore une fois, il y a aussi beaucoup d'études qui ont montré que le taux de survie était assez faible sur certains autres probiotiques. Donc, ça a été aussi une des applications qui a été réalisée au niveau de la recherche académique. Au niveau des fromages frais et affinés, donc sur tout ce qui est fromage frais, c'était augmenter la durée de vie du produit. Au niveau des fromages affinés, il y a eu beaucoup d'études sur l'accélération de l'affinage, l'augmentation des rendements. Euh, alors, accélération de l'affinage, l'idée venant du fait que lorsqu'il y a l'ajout de ferments au niveau fromager, ces ferments-là vont produire des enzymes qui vont participer à la protéolyse, la lipolyse, etc. au niveau de la maturation. Euh, L'hypothèse était sur le fait que bon, bah, cette production d'enzymes-là peut être assez longue et fastidieuse par les micro-organismes. Donc, pourquoi pas laisser un certain temps les micro-organismes produire les enzymes, les inactiver, relarguer toutes les enzymes qui vont, elles, peut-être aller atteindre plus rapidement les protéines ou la matière grasse pour lipolyse et protéolyse. Alors, à l'échelle laboratoire, il y avait certaines études qui ont montré que le temps de maturation, d'affinage d'un fromage pouvait être réduit par rapport à un fromage contrôle. Augmenter les rendements, c'était au niveau, ben, cette interaction-là entre les casines et les protéines sériques. Donc, de dire, bon, on pouvait finalement intégrer plus de protéines sériques dans certains types de fromages, etc. Par contre, au niveau industriel, ça serait quelque chose qui serait assez complexe à mettre en place, surtout au niveau, on va le voir tout à l'heure, de la productivité, puis de la capacité de ces enceintes-là de pressurisation pour traiter un grand nombre de produits fromagers rapidement. Je vous parle d'une application très spécifique qui reste au niveau laitier, donc c'est le lait humain. On ne parlera pas de lait bovin pour les prochaines slides, mais c'est les laits humains. Ça, c'est un projet qu'on avait eu à l'Université Laval avec mon collègue, maintenant à la retraite, Yves Pouliot, que vous connaissez probablement. C'était sur utiliser les hautes pressions hydrostatiques pour traiter le lait humain au niveau de la banque de lait maternelle de Toronto, qui est la plus grande banque de lait au Canada, et de regarder aussi l'impact à la fois microbiologique et physico-chimique. Donc, pourquoi on s'est intéressé au lait maternel? Parce que, alors, vous voyez qu'il y a une composition qui est relativement, en fait, assez différente du lait bovin, notamment au niveau de la teneur en protéines, qui est bien plus basse au niveau du lait bovin. Puis, il y a tout un tas de constituants qui sont bioactifs pour le nourrisson, le nouveau-né, des protéines principalement. Il y a aussi tout ce qui est oligosaccharides, donc les petits sucres qui servent de prébiotiques pour les enfants, les nouveau-nés. Et en Amérique du Nord, le lait maternel, selon les directives l'Association des banques de lait maternel d'Amérique du Nord, il faut appliquer ce qu'on appelle une pasteurisation de Holder. Donc, c'est le nom de la personne hein, qui a développé ça, qui est en fait une pasteurisation basse, typique, 63 degrés pendant 30 minutes. Par contre, quand on regarde cette pasteurisation de Holder-là, quel impact sur le lait humain? Et on voit que, donc là, vous avez ici les différents constituants du lait humain. Ceux qui sont maintenus à plus de 90%, ceux qui sont maintenus à entre 50 et 90%, ceux qui sont maintenus entre 10 et 50%, et ceux qui sont complètement ou très largement inactivés. Donc, vous voyez que si on a un seuil d'acceptabilité de 50% de maintien, notamment des propriétés bioactives ou nutritionnelles de ces constituants-là, ben, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont largement inhibés ou agrégés ou dénaturés, etc., par les traitements thermiques. Et donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur l'application de traitements de haute pression
hydrostatique et de le comparer par rapport à un traitement HTST ou par rapport à un traitement de holder. Et puis finalement, nous, ce qu'on a vu dans le cadre du projet, c'était que les hautes pressions hydrostatiques permettraient de maintenir bien plus largement certains composés bioactifs clés au niveau du lait humain, bien plus largement la structure tridimensionnelle de protéines, bioactives aussi pour la maturation du système gastro-intestinal, et notamment intestinal du nourrisson, tout en diminuant les charges bactériennes pour éliminer les bactéries pathogènes. Donc, on avait une efficacité à la fois sur la réduction de la charge microbienne, l'inactivation des micro-organismes pathogènes, mais également sur la préservation des constituants d'intérêt. Par contre, et ça a fait grand bruit actuellement au niveau Europe, au niveau France, l'enjeu majeur, et c'est comme les traitements thermiques, c'est les spores, la résistance des spores de Bacillus cereus, où on a pu voir que dans les humains, bah, ces spores-là, sous haute pression, n'étaient bien sûr pas inactivés. L'enjeu actuel est dans les laits infantiles, où il y a eu des cas de toxi-infection au niveau des nouveau-nés. Bacillus cereus produit plusieurs toxines, j'aurais dû avoir un E ici, une toxine diarrhéique ou des toxines diarrhéiques et une toxine émétique, donc qui fait vomir, donc la céréulide. Et puis, c'est la céréulide qui a été ciblée dans les produits de lait infantile ici. Donc là, bien sûr, bah, dès qu'un scandale arrive, les médias commencent finalement à en parler. C'est connu hein, depuis extrêmement longtemps hein, que Bacillus cereus résiste à ces traitements-là. Le fait de la retrouver dans ces laits infantiles-là, c'est qu'il y a eu des enjeux en amont au niveau de la qualité de ces produits-là. Au niveau de la réglementation, alors avant 2006, il fallait démontrer que le procédé avait peu d'impact au niveau toxicité, au niveau de l'emballage, donc du relargage potentiel de molécules de l'emballage dans le produit, etc. Maintenant, le traitement par les hautes pressions hydrostatiques n'est plus soumis aux règles sur les nouveaux procédés. Donc, la réglementation s'applique comme tout autre procédé où il faut quand même valider que le produit inhibe parfaitement ou permet d'avoir une équité du produit. Il y a certains cas où le produit nécessite une validation tout de même. Et en fait, cette validation est assez simple à faire parce qu'il y a beaucoup d'historique sur la validité du produit au niveau, la validité, pardon, du procédé sur les produits alimentaires. Donc, gardez en tête qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu au niveau de l'application des hautes pressions. 600 mégapascales, comme je vous l'ai dit, c'est de 1 à 5 minutes, généralement 3 minutes. Les emballages sont faits pour résister à la pression, sont faits pour absorber cette force-là. Donc, c'est encore une fois toutes les bonnes pratiques à appliquer en usine sur le produit avec ce procédé-là. Au niveau des enjeux, alors c'est là, il faut être très critique lorsqu'on présente des procédés. Donc, il y a certains avantages au niveau des procédés émergents, mais il faut également garder en tête que, eh bien, ils ont peut-être été pensés pour une filière et pas pour une autre. Donc, il y a beaucoup aussi d'inconvénients. Et un des inconvénients majeurs des procédés à haute pression, c'est le fait que ce soit des systèmes qui ne sont pas en continu. Donc, si on s'imagine qu'en industrie laitière, la pasteurisation thermique se fait de l'ordre de 8000, 10 000 litres par heure de lait en pasteurisation conventionnelle, eh bien, en pasteurisation hydrostatique, vous avez beaucoup, beaucoup moins de capacité parce que vous avez beaucoup moins de productivité parce que vous avez un système qui n'est pas en continu. Et généralement, ces enceintes-là, qui ont cette forme-là très spécifique là, euh, au niveau des paniers, bah, vous avez un remplissage qui est largement inférieur à 100% de sa capacité. Donc, imaginez que vous avez un produit avec une certaine structure géométrique, eh bien, vous allez pouvoir, certes, les empiler, mais vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'espaces vides qui vont diminuer votre productivité. Il y a eu des solutions qui ont été apportées au niveau du design proposé par ces compagnies-là pour les produits alimentaires. Donc, vous voyez ici un design qui permettrait d'épouser un peu la forme du panier ici. Vous avez des designs qui sont un peu plus plats, donc vous allez pouvoir empiler, etc. Donc, pour les charcuteries, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que vous allez pouvoir empiler énormément d'emballage au sein de l'enceinte. Pour des produits un peu plus spécifiques, imaginez celui-là qui est un peu de forme ronde. Il va y avoir énormément d'espace perdu si vous imaginez en 3 dimensions que vous les empilez les uns sur les autres. Les coûts d'investissement sont très, très importants. Plusieurs millions de dollars et j'imagine même pas maintenant avec l'augmentation du prix de l'acier inoxydable, quelle a pu être l'augmentation du système. Pour vous donner un exemple, un système d'une capacité d'environ 150, 200 litres, c'était à peu près il y a une quinzaine d'années, un peu plus qu'un 1 million de dollars canadiens. Donc imaginez maintenant. Alors,
Bien sûr, les compagnies vont vous donner un estimé du coût. Par contre, c'est un estimé qui est fait de manière très, on va dire, fondamentale, sans prendre en considération certains aspects, notamment comparés avec d'autres procédés. Donc, il y a peu d'articles, donc il y a très peu de données qui sont disponibles de la part des manufacturiers, de données qui reflètent plus ce qu'on pourrait trouver en industrie laitière. Et il y a aussi peu d'articles scientifiques au niveau du coût et de la productivité et du retour sur investissement de ce procédé-là. Donc, comme je vous l'ai dit ici, donc là, vous avez des données qui sont quand même, qui ont une dizaine d'années, hein, 2017, donc c'est très vieux, une donnée de 10 ans à l'échelle d'une donnée scientifique. Donc le coût d'un système entre 0,6 et 4 millions de dollars US, j'imagine même pas les nouveaux procédés sont plus coûteux. Le taux de remplissage de l'enceinte, comme je vous le disais, peut varier entre si peu que 25%. Donc, vous imaginez la perte de place à chaque cycle de pressurisation, jusqu'à 85%. Donc, même avec une optimisation optimale du remplissage d'enceinte, vous avez tout de même une perte. Le nombre de cycles que vous pouvez faire par heure est de 8 à 10. Donc, imaginez que vous avez un cycle typique 600 mégapascales 3 minutes. L'augmentation, déjà, pour atteindre 100 mégapascales, se fait de 3 minutes. Le cycle est de 3 minutes. Et vous avez, comme je vous l'ai dit, une décompression instantanée. Vous êtes déjà à 6 minutes dès que le produit est dans l'enceinte. Donc imaginez, il faut charger le produit, il faut décharger le produit. C'est des temps qui sont relativement considérables, 8 à 10 minutes. Et puis le coût d'opération, donc vous avez ici, pour un exemple typique, je ne sais même plus c'est pour quel produit, où il y a eu avec un taux d'amortissement sur 5 ans, 300 jours de fonctionnement par année, 16 heures par jour de fonctionnement, 60% de remplissage. Là, vous avez un coût ici c'était en euros parce que c'était une étude qui a été faite en Europe, entre 0,071 centimes d'euros et 0,14 centimes d'euros, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on voit sur des denrées plus classiques. Vous avez ici une revue un peu plus récente, donc 2021, où ça mentionne, en gros, dans les encadrés rouges, en fait, j'aurais pu tout encadrer en rouge, de manière résumée, que le traitement à haute pression coûte généralement beaucoup plus cher au niveau du traitement des produits et que vous avez ici, par rapport au traitement HTST, hein, qui se fait, lui, en continu, où le coût, vous l'avez ici, très faible, vous avez ici le coût du traitement à haute pression hydrostatique. Donc, vous voyez que finalement, c'est un procédé qui est encore très dispendieux et pour lequel le retour sur investissement est difficile. Euh, il s'en fait quand même, il s'en vend dans le monde, hein, des procédés. Il y a eu vraiment une croissance au début des années 2010, on va dire ça comme ça, 2000-2010, et c'est beaucoup encore principalement utilisé pour les jus et les charcuteries. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe à l'autre type de procédé. Il y aura une conclusion plus générale à la fin sur les deux procédés. Est-ce que ça va? OK. Donc, on passe au procédé. on- Marie-Pierre, il y avait un... Oui, tu peux continuer. Oui, Oui. c'est parfait. Donc, on passe au procédé à ultra haute pression d'homogénéisation. Donc, l'abréviation UHPH. Donc, je vous ai mis ici un homogénéateur conventionnel. Comme je vous l'ai dit, 10-25 mégapascales. Généralement, deux stages appliqués. Le premier stage pour diminuer la taille des globules de gras. Ce premier stage-là va engendrer tout de même une certaine agglomération, agrégation des amas de globules de gras. Le deuxième stage permet juste de briser ces amas-là, puis d'avoir quelque chose de bien plus intéressant pour éviter tout ce qui est phénomène de coalescence, de crémage, séparation de phase, etc. Vous avez ici un homogénéateur à ultra haute pression d'homogénéisation où au lieu d'appliquer 10 à 25 mégapascales, vous pouvez aller jusqu'à 450 mégapascales. Donc, c'est quand même assez important comme pression. Le principe reste relativement similaire à celui d'un homogénéateur conventionnel. Vous avez plusieurs phénomènes, un phénomène de cavitation simultané, un phénomène de turbulence, un phénomène de contrainte de cisaillement et un phénomène de vitesse d'impact. Donc tout ça pour dire que donc, la cavitation, c'est la formation sous l'effet d'une différence de pression énorme de bulles de gaz et ces bulles-là en explosant, donc des microbules de gaz en explosant, vont un peu avoir un impact sur le, le produit au niveau globules gras, au niveau protéique, etc. Vous avez aussi au niveau de la turbulence, donc vous êtes dans un système très turbulent, contrainte de cisaillement, le fait que finalement on explose le système en lien avec la vitesse d'impact sur une structure ici. Donc vous allez avoir finalement, tout comme le système d'homogénéisation,
classique, un impact sur le globule de gras, une très très large diminution de la taille des globules de gras, puis éviter, encore une fois, tout ce qui est phénomène de coalescence et d'écrémage. Par contre, il va y avoir également, en plus, un effet au niveau d'inactivation des micro-organismes. Donc, tout ce qui est phénomène notamment de cavitation. Donc, comme je vous l'ai dit, ces microbules qui vont exploser sous l'effet de la différence de pression vont faire en sorte d'engendrer des dommages au niveau de la membrane des micro-organismes et, comme le procédé à haute pression hydrostatique, engendrer la formation de pores membranaires et le relargage du contenu cellulaire. Il va y avoir également un effet sur les protéines, dénaturation, agrégation au niveau des structures de type plasmide, de type ADN. Et donc, en plus de l'effet, on va dire, physique sur le globule de gras, il va y avoir un effet aussi physique sur les micro-organismes et leurs constituants. Encore une fois, les spores sont des systèmes, des entités qui sont extrêmement résistantes à tout phénomène physique et chimique. Et donc, il n'y a pas de, il y a pas de raison pour que ça soit pas le cas dans le cadre des hautes pressions d'homogénéisation. Donc, vous avez aussi une résistance des spores microbiennes jusqu'à 350 mégapascales. Et donc, généralement, pour avoir une diminution on va dire de la concentration, de la teneur en spores microbiennes dans un produit alimentaire, il va y avoir un liquide, parce qu'on va traiter que les liquides avec ce procédé-là. Il doit y avoir un effet combiné des hautes pressions d'homogénéisation et d'un traitement thermique. Effet sur les constituants alimentaires, c'est exactement la même chose que les hautes pressions hydrostatiques, à l'exception que les ultra hautes pressions d'homogénéisation vont avoir aussi un impact sur les liaisons fortes. Donc, comme j'avais dit, haute pression hydrostatique, liaison faible, haute pression, ultra haute pression d'homogénéisation, liaison forte, donc tout ce qui est liaison de type disulfure par exemple. Et donc là, ça va engendrer l'augmentation de la taille des caséines, donc tout ce qui est agrégation, parce qu'il va y avoir à la fois l'agrégation des caséines, mais aussi une interaction très rapide avec les protéines sériques, donc on va augmenter la taille des caséines. Il va y avoir un effet, si on impacte au niveau des protéines, de leur structure, un effet sur leurs propriétés technofonctionnelles, donc on va augmenter, améliorer ou non, tout dépendamment des paramètres appliqués, leurs propriétés gélifiantes, leurs propriétés émulsifiantes, comme on l'a vu avec l'autre système. Et donc, la majorité des études sur les ultra hautes pressions d'homogénéisation ont été réalisées pour développer de nouvelles formulations, donc fonctionnaliser des ingrédients, donc ingrédients protéiques, engendrer ou développer de nouvelles formulations pour aller chercher des propriétés moussantes plus intéressantes, des propriétés émulsifiantes également intéressantes et aussi gélifiantes. Donc la très grande majorité des études des ultra hautes pressions d'homogénéisation, ça a été sur le développement de systèmes et de nouvelles formulations. Si on regarde au niveau des enzymes, à ultra haute pression d'homogénéisation, donc à 270 mégapascales, contrairement aux hautes pressions hydrostatiques, ben là, on va inactiver la phosphatase alcaline du lait. Donc, elle est totalement inactivée à partir de la pression que je vous ai indiquée ici. Donc, inactivée veut dire qu'on a complètement modifié sa structure tridimensionnelle. Au niveau des lipides, donc ça va engendrer une certaine oxydation des acides gras laitiers parce que ça va pas totalement inhiber une des protéines majeures du lait, la lipoprotéine du lait, qui va engendrer l'oxydation des acides gras. Et je pense pas que ce soit lipoprotéine le nom, je me suis peut-être trompé. Donc certaines enzymes au niveau laitier qui vont engendrer une oxydation des acides gras vont former la formation d'acides gras libres et d'autres composés qui sont généralement non désirables au niveau aromatique, donc des composés de type aldéhyde ou cétone, le plus connu étant l'hexanal, qui donne un peu ce goût-là d'oxydé. Et donc, ils vont engendrer des propriétés organoleptiques non désirables dans le produit final. Donc, aspect intéressant sur certaines enzymes résiduelles vont subsister. Ces enzymes résiduelles, l'activité résiduelle de ces enzymes-là, après traitement ou ultra haute pression d'homogénéisation, vont pouvoir avoir un impact sur la qualité du lait. Alors, au niveau des applications en industrie laitière, ben, la première, comme les hautes pressions hydrostatiques, c'était l'inactivation microbienne, donc augmenter la durée de vie des produits. Comme je l'ai dit, inactiver certaines enzymes d'altération, mais pas toutes. Les majeurs, c'était sur les propriétés fonctionnelles au niveau
d'augmenter la qualité du gel protéique formé, notamment pour la formation de yogourts fermes, donc capacité de rétention d'eau plus importante, gel plus ferme, donc moins de synérèse. Au niveau des yogourts brassés, il y a eu des tests qui ont été faits sur l'utilisation d'un lait qui a été traité par ultra haute pression d'homogénéisation, qui a été fermenté et qui a été lissé derrière pour faire un yogourt brassé. Ce qui a été vu au niveau de la qualité de ces yogourts brassés-là par rapport au même type de yogourt, mais dont le lait n'a pas été traité par haute pression d'homogénéisation, c'est que vu que le gel était beaucoup plus ferme, le brassage était beaucoup moins efficace, avec une texture moins lisse, moins soyeuse, et un réseau structural, donc une structure qui était donc avec une qualité en bouche qui était moins intéressante de la part des panélistes. Il n'y a pas eu. Ce procédé est assez récent, il date des débuts des années 90 où c'est disponible vraiment à l'échelle un peu plus la pilote commerciale. Donc, il n'y a pas eu tant de recherches qui ont été faites comparativement au procédé à haute pression hydrostatique. La majorité, comme je l'ai dit, c'était pour améliorer au niveau laitier les propriétés technofonctionnelles des yogourts. Avantages et défis de ce procédé-là. Bah, les avantages, donc le premier, comparativement à haute pression hydrostatique, c'est un système en continu. Donc lui, on va pouvoir, de manière quasiment avec peu de ressources humaines, faire fonctionner l'équipement de manière continue. Améliorer la durée de vie des produits et les propriétés technofonctionnelles des formulations alimentaires, comme je vous l'ai dit. Les défis majeurs, le principal, c'est que ça va être des débits très très inférieurs à ceux d'un système d'homogénéisation conventionnel ou homogénéisation conventionnelle, on est à peu près à 50 000 litres par heure. Ultra haute pression d'homogénéisation, on est à 5 000 litres par heure. C'est des systèmes aussi qui vont être plus fragiles parce que la contrainte appliquée est beaucoup plus importante par rapport à un système d'homogénéisation conventionnel. J'ai pas trouvé de données au niveau des coûts, mais j'anticipe ou j'estime qu'ils sont très probablement plus importants que le coût d'un homogénéateur conventionnel, notamment dû à la conception des valves d'homogénéisation, à la conception du système pour accepter ces contraintes-là de pression importante. Et donc, comme je vous l'ai dit, bah, une maintenance à anticiper qui est plus importante. Alors, ultra haute pression d'homogénéisation, maintenance plus importante que haute pression conventionnelle. Par contre, je ne l'ai pas mentionné, mais haute pression hydrostatique, c'est encore pire au niveau de la maintenance. C'est des systèmes qui sont très, très fragiles parce que c'est des contraintes extrêmement importantes qui sont appliquées sur les équipements. Donc, si on regarde au niveau conclusion, donc les procédés de pression ont plusieurs applications dans le secteur agroalimentaire. Alors, les hautes pressions hydrostatiques sont plutôt adaptées pour des produits à haute valeur ajoutée pour lesquels les traitements thermiques sont difficilement applicables. Mais il faut être conscient, puis il faut être très honnête dans l'approche de mentionner que c'est pas du tout adapté pour le secteur laitier ou très peu adapté. Quand vous allez voir au niveau des sites des deux principaux manufacturiers, comme je le dis, Hyperbaric en Espagne et Avior aux États-Unis, vous voyez très très peu d'applications au niveau des produits laitiers. Il y a quelques produits de type yogourt liquide ou kéfir qui sont mis de l'avant. Le système à ultra haute pression d'homogénéisation, beaucoup plus récent que haute pression neurostatique, donc avec des applications qui sont encore en recherche. Il y a beaucoup d'articles scientifiques dans les dernières années sur ce procédé-là pourrait être d'intérêt pour le secteur laitier, mais bien sûr, il va falloir, comme j'ai dit, augmenter ou générer plus de savoir, mais aussi au niveau de la conception. Donc, il en existe, hein, GEA, un système industriel de ultra haute pression d'homogénéisation. Il faut voir tout ce qui est l'aspect économique, donc technico-économique pour l'industrie laitière. Et les principaux défis au niveau des coûts, rentabilité, mise à l'échelle, amortissement, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas vraiment faire. Par contre, on est capable de donner l'ensemble des données à l'industriel pour qu'il le fasse au niveau de son échelle et au niveau de son usine. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit dans le domaine laitier ou hors domaine laitier, de ces procédés-là, ou même d'autres procédés, hein, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. Donc merci beaucoup. Ah, merci Alain, c'était super intéressant. Ben justement, une question, si je me rappelle pour avoir suivi un cours avec toi, quand tu montrais tout à l'heure le homard, est-ce que tu Ouais, peux expliquer comment on fait la pressurisation? Tu sais, je sais qu'il y avait comme une spécificité parce que sinon il ouais, il y allait a une petite twist, éclater. ouais. Ouais, il y a Il une petite allait twist. Mm. Donc pour le homard, en fait, le but c'est donc vous avez de l'eau à très très forte pression qui est appliquée sur le produit. Le but c'est de faire un trou
au niveau de la queue du homard. L'eau va pénétrer à l'intérieur du homard puis exploser l'ensemble, sous l'effet de la pression, l'ensemble des interactions entre la chair et la carapace. Donc après, vous êtes capable de le retirer comme ça. Donc quand j'en ai déjà fait des tests hein, dans mon ancienne vie industrielle. Et bêtement, j'avais mis des homards. Donc, on enlève l'aspect bien-être animal hein, et éthique de ça. Donc, j'avais mis les homards dans des cellules de pressurisation. Et puis, en ressortant, bon, le homard était bien sûr mort. Mais il n'y avait pas eu tant d'impact au niveau du fait de pouvoir retirer la chair aussi facilement que ça. J'ai compris après qu'il fallait faire un trou pour que l'eau puisse rentrer à l'intérieur de la structure. Tu te rappelles bien des cours, c'est bien. Oui. Ça, mais c'est des choses à noter comme des choses comme ça qu'on oublie parfois puis que ça fait que ça fonctionne pas. Donc, tu sais, c'est Exact, ouais. intéressant, c'est une expérience, là. Oui, Donc, exact. donc, je sais pas si vous avez des questions. Euh, on a plusieurs de nos étudiants de l'ITAC ici en ce moment. Donc, tous les étudiants sont là, de l'AEC COUT. Donc, je sais pas si vous avez des questions. Vous avez un devoir à remettre. Donc, je sais pas si vous voulez poser vos questions. Allez-y, hein, soyez pas gênés. Il n'y a pas de mauvaise question. Pour moi, c'est correct. Parfait. Parfait. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, bien, on peut terminer. Ah, je vais repartager parce que tu avais quelques slides à la fin, n'est-ce pas? Oui, oui, Est-ce que ça partage? Oui. Hop. oui. À la dernière Ouais. diapo. Hop. Oui, Et je vais te mettre celle-ci. ça en plein écran. Voilà. Parfait, merci. Donc, ben, merci à tous d'avoir assisté à la conférence d'Alain Doyen. Donc, merci encore, Alain. Puis, on a une causerie encore demain sur encore sur la technologie émergente. Ça va porter sur les champs électriques pulsés en industrie laitière, les défis de la théorie à la pratique. Donc, c'est vraiment la partie 2. On va avoir un des collègues à Alain, Sergueï, puis aussi Marc-Claude Jantez d'Agriculture agroalimentaire Canada. Donc, c'est, on vous attend pour cette prochaine causerie demain, en après-midi.